Le Wyoming trompe la plupart des gens dès le départ. À première vue, il ressemble à un vaste néant. De grandes étendues de terre ouverte, des villes éparses, de longues autoroutes où l'on peut ne pas croiser une autre voiture pendant 21 minutes d'affilée. Mais cette première impression est l'une des plus trompeuses à propos de cet État. Si vous considérez le Wyoming comme vide, vous passez à côté de tout son sens. Vous ignorez pourquoi ce paysage se comporte ainsi, pourquoi il a cet aspect et pourquoi il reste cohérent alors que peu d'endroits aux États-Unis peuvent encore le faire. Avant d'aborder les sites les plus remarquables que cet État propose, il est utile de comprendre ce qu'est réellement le Wyoming. Pas seulement sur une carte, mais en termes de forces qui l'ont façonné. Car une fois ces forces comprises, tout ce que vous allez voir prend un tout autre sens. Le Wyoming paraît austère, c'est indéniable, mais cette austérité n'est pas le signe d'une absence. Elle résulte de dizaines de millions d'années de modelage, de broyage, de chauffage et de refroidissement, des forces qui n'ont jamais tout à fait achevé leur travail. C'est l'un des rares endroits d'Amérique du Nord où la Terre se montre encore visiblement en pleine transformation, un lent processus continu que la plupart des paysages ont achevé il y a longtemps. Sous le Wyoming se trouve l'une des zones géologiquement les plus actives du continent. La chaleur provenant des profondeurs s'élève anormalement près de la surface, déformant le sol, redirigeant l'eau et altérant la perception du temps gravé dans la roche. Dans certaines régions, la croûte ne fait que 3 à 10 km d'épaisseur, bien plus fine que ce que l'on trouve dans la majeure partie de l'intérieur continental. Ce n'est pas un détail géologique mineur, cela change fondamentalement le comportement du terrain. Et cette chaleur ne se manifeste pas toujours de façon spectaculaire. Parfois, elle se déplace lentement, silencieusement, remodelant les paysages, non pas en jours ou en années, mais en siècles. C'est la première chose que la plupart des gens manquent à propos du Wyoming. Ce n'est pas dramatique parce que c'est chaotique. C'est dramatique parce que c'est patient. L'État s'étend sur environ 87 800 miles carrés, soit plus grand que l'ensemble du Royaume-Uni, mais y vivent moins de 600 000 habitants. Cela représente environ 2 habitants par kilomètre carré, faisant du Wyoming l'État le moins densément peuplé du pays. Mais voici la partie qui complique le tableau. Le Wyoming n'a pas toujours été si peu habité. Bien avant l'existence des frontières modernes, ces terres accueillaient d'immenses migrations saisonnières d'animaux et de peuples. Les nations autochtones traversaient dans cet espace avec but et précision, suivant les troupeaux, lisant les systèmes météorologiques et traçant les sources d'eau que les cartes modernes ignorent souvent totalement. Leur compréhension du territoire ne reposait pas sur la propriété, mais sur le timing, savoir quand une vallée se inondera, quand l'herbe repoussera, quand un col deviendra dangereux. Ce savoir a mis des générations à s'accumuler, lié directement au rythme d'un paysage qui récompensait la patience et punissait les suppositions. Ces rythmes n'ont pas changé. Le vent reste ici un facteur imprévisible. Le Wyoming figure parmi les régions les plus venteuses du pays. Sur une grande partie de l'État, la vitesse moyenne du vent tourne autour de 19 km à l'heure toute l'année, avec des rafales qui dépassent régulièrement ce chiffre. Ce mouvement constant de l'air façonne tout ce qu'il touche. La végétation pousse plus basse et plus compacte. Les congères se forment selon des schémas imprévisibles. Même les infrastructures modernes doivent être conçues en tenant compte du fait que l'air ne reste jamais immobile. C'est aussi une des raisons majeures pour lesquelles l'énergie éolienne s'est imposée dans le Wyoming. Le terrain ne connaît jamais de repos complet, et il y a largement d'espace ouvert pour en profiter. Mais le vent n'est qu'une pièce d'un tableau plus vaste. Le Wyoming se situe à la confluence de plusieurs grandes zones écologiques. Les plaines s'élèvent en bassins, les bassins poussent vers des chaînes de montagnes, et ces montagnes alimentent des systèmes fluviaux qui débordent bien au-delà des frontières de l'État. Les rivières nées dans le Wyoming peuvent parcourir près de 1900 km avant d'atteindre les océans lointains. Une telle portée est facile à sous-estimer lorsqu'on se tient dans ce qui paraît être un terrain sec et ouvert. Et pourtant, malgré ce mouvement d'eau, la majeure partie du Wyoming est techniquement semi-aride, les précipitations variant fortement. Certaines zones basses reçoivent moins de 250 mm de pluie par an, tandis que les altitudes supérieures accumulent plusieurs fois ce volume sous forme de neige. Le résultat est un paysage plein de contrastes saisissants. Une vallée peut être verte et luxuriante pendant quelques courtes semaines, tandis qu'une autre, juste au-delà d'une crête, reste sèche et exposée pendant des mois. Cette imprévisibilité a modelé chaque tentative de vie ici. Les premiers colons ont rapidement découvert que le Wyoming ne pardonne pas les suppositions. Les chemins de fer ont amené les gens, mais la nature a décidé qui resterait. Les hivers pouvaient arriver subitement,
faisant chuter les températures de plus 27 degrés Celsius en quelques heures. Les tempêtes de neige ensevelissaient le bétail. Les sécheresses effaçaient dans des saisons entières de travail. Et pourtant, les habitants sont restés. L'identité du Wyoming s'est liée non pas au confort, mais à une forme de ténacité, une résilience profonde et silencieuse qui définit encore la vie ici. Les communautés sont petites, les distances entre elles sont immenses. L'autonomie n'est pas un simple choix de mode de vie, c'est une nécessité pratique. Dans certaines parties de l'État, la ville la plus proche se trouve à 80 km sans rien entre les deux. Le réseau mobile disparaît. Les routes passent du gravier à la terre, puis à rien du tout. Cette isolation a de réelles conséquences, pas toutes néfastes. La faune prospère ici d'une manière qui devient réellement rare ailleurs aux États-Unis. Les grands mammifères traversent encore de vastes territoires sans clôture qui fragmentent leurs routes. Les migrations saisonnières s'étendent parfois sur plus de 300 km, guidées par un instinct antérieur à la mémoire humaine. Le territoire soutient ces schémas parce qu'il n'y a pas assez d'humains pour les perturber à chaque tournant. C'est ce qui surprend le plus les visiteurs. Malgré sa réputation de vide, le Wyoming est l'une des régions les plus intactes biologiquement du continent américain. Pas parce qu'il a été soigneusement préservé par une politique délibérée, mais parce qu'il a été difficile à contrôler dès le départ. L'agriculture, l'exploitation minière et le développement sont arrivés, mais aucun n'a jamais dominé complètement le paysage. Aujourd'hui encore, une partie substantielle du Wyoming reste publique et gérée collectivement, permettant aux écosystèmes de fonctionner à une échelle qui a disparu presque partout ailleurs. Le terrain apparaît toujours honnête. Il n'a pas changé par intention, mais par résistance. Cette résistance se manifeste aussi sous terre. Le Wyoming possède d'immenses réserves de ressources naturelles, charbon, pétrole, gaz naturel et minerais. Mais leur extraction a toujours nécessité des négociations avec un terrain qui ne coopère pas aisément. Les villes boom sont apparues, puis ont disparu. Des communautés entières se sont élevées rapidement quand les conditions étaient favorables, pour s'évanouir tout aussi vite lorsque celles-ci ont changé. Certaines de ces localités n'étaient jamais destinées à durer, et le Wyoming ne vous laisse pas l'oublier. Ce cycle d'essor et de retrait a forgé une culture qui valorise l'espace, le silence, la distance, non comme des luxes, mais comme des protections. Les conversations tendent à être directes, les promesses les sont prises au sérieux. Dans un lieu où l'aide la plus proche peut se trouver à plusieurs heures, la fiabilité pèse plus que la réputation. Le Wyoming n'est pas vide parce que rien n'y arrive. Il est vide parce que ce qui s'y passe arrive lentement. Les formes du relief évoluant sur des millénaires, le climat réécrit les règles chaque saison. La vie s'adapte, se retire et revient à son propre rythme. Rien n'est précipité, rien n'est gaspillé. C'est exactement pourquoi les lieux que nous allons explorer portent le poids qu'ils ont. Ils ne sont pas de simples arrêts pittoresques sur un itinéraire de voyage. Ce sont des expressions visibles de chaque force évoquée, géologie, climat, isolement, résilience, convergeant en des points précis où la Terre parle un peu plus fort que d'habitude. Une fois que vous voyez ces lieux sous ce prisme, le Wyoming cesse de donner l'impression de manquer quelque chose. Il commence à sembler comme s'il attendait d'être compris. Yellowstone est l'un des rares endroits sur Terre où le sol se forme encore en temps réel. Cette région repose au-dessus d'un vaste système volcanique et la chaleur provenant des profondeurs atteint la surface plus près qu'ailleurs sur le continent. Cette chaleur contrôle presque tout, la circulation de l'eau, les déplacements des animaux et même les zones où les humains peuvent construire. Le parc s'étend sur environ 9000 km², mais de larges sections restent sous surveillance constante, car les conditions peuvent changer sans avertissement. Quand on pense à Yellowstone, on imagine d'abord les geysers, et pour une bonne raison, plus de la moitié des geysers de la planète se trouvent dans cette seule région. Mais les geysers ne représentent qu'une partie de ce qui s'y passe. Dans certaines zones, la température du sol varie brutalement sur quelques mètres seulement. L'eau peut surgir à proximité du point d'ébullition, puis se refroidir rapidement en s'éloignant de sa source. Ces extrêmes créent un paysage qui ne se stabilise jamais vraiment. La faune s'est adaptée à cette instabilité sur plusieurs générations. Les déplacements saisonniers peuvent s'étendre sur 60 à 80 km, alors que les animaux évitent les zones où la chaleur souterraine a modifié la surface. Même les routes sont conçues comme des solutions temporaires. Elles doivent fléchir et céder plutôt que de résister à un sol mouvant. Yellowstone montre la puissance géologique brute sous sa forme la plus agressive, mais cette même chaleur ne s'exprime pas toujours par des explosions et des pressions. Juste au-delà des zones les plus volatiles, l'énergie se comporte différemment.
L'eau ne force plus son chemin de façon violente vers le haut. Elle atteint la surface lentement, s'écoule paisiblement en aval, refroidissant au fur et à mesure, et laisse derrière elle des dépôts. Là, la chaleur cesse d'érupter et commence à bâtir. L'eau riche en minéraux monte à la surface et descend lentement. En refroidissant, elle dépose du carbonate de calcium en couche, créant des terrasses solides qui croissent, s'effondrent et se reforment au fil du temps. Certaines de ces formations s'élargissent d'1 centimètre par an, faisant de ce site l'un des plus dynamiques du parc. Les couleurs qui ornent la surface proviennent de micro-organismes thermophiles qui prospèrent à des températures précises, donnant des teintes blanches, oranges, brunes, voire vertes. Cela semble presque artificiel, mais c'est totalement naturel. Cependant, même ici, la quiétude est temporaire. Plus profondément dans le même système souterrain, la pression remonte, et au lieu d'un écoulement régulier, le sol libère son énergie en rafales soudaines et synchronisées. Old Faithful est célèbre pour une raison avant tout. Ce n'est pas l'éruption la plus puissante du parc, c'est la prévisibilité qui le rend légendaire. Alors que la plupart des phénomènes géothermiques se déclenchent de façon aléatoire, celui-ci suit un cycle dicté par la pression, la température et un réseau complexe de conduits souterrains. L'eau s'infiltre profondément, surchauffe au-delà du point d'ébullition sous pression et reste piégée jusqu'à ce que la force la pousse vers le haut. Lorsqu'elle se libère, l'éruption projette l'eau à près de 30 mètres dans les airs. Le timing varie légèrement d'une éruption à l'autre, mais le mécanisme sous-jacent reste constant. Après chaque libération, le système se réinitialise, se remplit à nouveau et recommence. Cette fiabilité a offert aux scientifiques une opportunité rare. Yellowstone était devenu un laboratoire naturel pour étudier les interactions chaleur-eau sous la surface, des recherches qui ont enrichi la science géothermique bien au-delà des frontières du parc. Et quand cette eau pressurisée trouve un chemin qui s'étend latéralement dans la roche plutôt que verticalement, l'énergie commence à creuser vers le bas, utilisant la gravité pour remodeler le paysage à une échelle qui coupe le souffle. Le Grand Canyon de Yellowstone n'a pas été créé par des explosions. Il a été sculpté par la persévérance. Au cours de milliers d'années, un puissant fleuve a creusé son chemin à travers des couches de roches volcaniques, de cendres et de lave solidifiées. Le résultat est un canyon d'environ 38 km de long, avec des parois qui tombent jusqu'à 300 mètres à certains endroits. Contrairement aux canyons formés dans des roches sédimentaires stables, ces parois sont instables et en mouvement constant. Érosion, fissuration et effondrement se produisent sans jamais s'arrêter complètement. Les couleurs qui ornent ces parois ne sont pas décoratives, elles sont chimiques. Les composés ferreux s'oxydent lorsque l'eau chaude et la vapeur montent à travers les fissures, teignant le canyon de jaune, rouges et blancs. Chaque pluie et chaque fonte de neige poursuivent le processus, transportant des matériaux en aval et élargissant lentement l'écart. Ce canyon se crée encore aujourd'hui. Lorsque le fleuve dépasse ses parois, le paysage change de nouveau. Ce qui se trouve devant a été modelé par autre chose. Non pas la chaleur et l'érosion, mais l'élévation, la glace et le relief vertical qui surgit si brutalement du fond de la vallée qu'il en donne le vertige. La chaîne des Tétons apparaît sans avertissement. Les montagnes annoncent habituellement leur présence progressivement. Les contreforts se développent, les crêtes s'accumulent, l'élévation augmente par étapes. Pas ici. Les Tétons s'élèvent presque droit depuis le fond de la vallée, sans transition. En certains points, la différence verticale entre la vallée et le sommet atteint près de 2100 mètres sur une distance horizontale que l'on pourrait parcourir à pied en une après-midi. Cette ascension abrupte n'est pas le résultat de l'érosion, mais d'un mouvement de faille actif. Le terrain ne s'est pas lentement usé pour prendre cette forme, il s'est brisé. Une faille longe la base orientale de la chaîne et le bloc à l'ouest a été poussé vers le haut tandis que le fond de la vallée à l'est s'est affaissé. Le résultat est un front montagneux presque unique dans l'Ouest américain. Ces sommets sont également relativement jeunes d'un point de vue géologique. Leurs profils anguleux n'ont pas été adoucis par de longs cycles d'altération qui ont arrondi d'autres chaînes. Ce que vous voyez est une structure brute, roches exposées, crêtes tranchantes et faces abruptes sur lesquelles la gravité travaille encore. Les glaciers ont autrefois sculpté cette chaîne, laissant derrière eux des vallées en forme de U qui influencent encore aujourd'hui la circulation de l'eau. Ce qui rend les Tétons si frappants, ce n'est pas seulement leur hauteur, mais leur proximité. Il n'y a presque rien qui sépare le relief vertical du sol plat à leurs pieds. Cette compression d'échelle rend la première vue désorientante, puis mémorable. Et directement sous cette élévation soudaine, collée à la base de ces falaises, se trouve l'un des plans d'eau les plus silencieux de tout l'Ouest américain. Le lac Jenny existe grâce à ce que la glace a laissé derrière elle.
Lorsque les glaciers se sont retirés de la région, d'immenses blocs de glace ont fondu lentement sur place, créant des dépressions qui se sont remplies d'eau froide et claire. Le résultat est un lac adossé directement aux parois escarpées, d'une profondeur qui défie son apparence. En certains points, il atteint près de 76 mètres de profondeur, tout en restant froid toute l'année. Sa clarté donne l'impression d'être à la fois superficielle et insondable. Les montagnes ne se tiennent pas derrière le lac comme un décor. Elles s'élèvent directement au-dessus. La relation entre l'eau et la pierre est immédiate, presque conflictuelle. Le son se propage différemment dans cet espace confiné. Le vent s'accélère de manière inattendue lorsqu'il se faufile entre les parois rocheuses. La lumière change rapidement à mesure que les ombres glissent le long des falaises tout au long de la journée. Tout semble compressé et focalisé d'une manière que les paysages plus vastes n'atteignent pas. Cette sensation de compression ne dure pas. Juste au-delà du lac Jenny, le paysage s'ouvre de façon spectaculaire. Les parois rocheuses s'écartent, l'horizon s'élargit. Le vent balaie sans interruption une surface d'eau qui s'étend sur plus de 21 km d'un bout à l'autre. Le lac Jackson fonctionne à une toute autre échelle. L'intimité qui caractérisait le lac Jenny cède la place à l'étendue. Les vagues se forment sur l'eau ouverte. Les montagnes qui dominaient autrefois le ciel immédiat encadrent désormais la distance. L'expérience passe de l'intime à l'immense en très peu de distance. Jackson Hole s'étend sur environ 89 km du nord au sud, formant un large corridor ouvert entre les chaînes montagneuses des deux côtés. Contrairement aux bassins fermés qui emprisonnent le climat et isolent les communautés, cette vallée reste ouverte, permettant aux animaux, aux systèmes météorologiques et aux humains de la traverser plutôt que de s'y installer durablement. Historiquement, cette ouverture rendait la survie à long terme réellement difficile. Les hivers étaient des brutaux, les ressources saisonnières, l'isolement inévitable. Les premières communautés se formaient lentement, construites par nécessité plutôt que par opportunité. La faune utilise largement ce couloir. Les migrations saisonnières le traversent le long de routes établies bien avant l'apparition de toute frontière moderne. L'ouverture offre une visibilité sur de longues distances, précieux pour les proies qui scrutent les prédateurs, mais elle expose aussi à la météo et à la rareté. Ce qui rend Jackson Hole singulier aujourd'hui, c'est son équilibre. Le développement existe, villes, routes, afflux constant de visiteurs, mais le développement ne domine pas. L'espace reste intentionnel, la vallée fonctionne comme une zone de transition, non seulement géographique mais aussi écologique, favorisant le mouvement plutôt que l'arrêt. Lorsque le terrain se rétrécit de nouveau au-delà de ce passage ouvert, l'histoire change complètement. Ce qui suit n'a rien en commun avec les chaînes, les canyons et les lacs précédents. Il se dresse seul, s'élève seul, et a été formé par un processus régi par des règles totalement différentes. Le Devil's Tower n'appartient pas à son environnement. Le paysage qui l'entoure s'étale dans une typique plaine haute, douce, arrondie, sans éclat. Puis cette formation apparaît. Une colonne unique de roches s'élève à environ 367 mètres au-dessus du terrain environnant, avec des parois presque verticales qui semblent artificielles. L'échelle demande un instant pour être pleinement saisie. Cette structure n'a pas commencé comme une montagne. Elle a commencé comme une masse de roches en fusion qui s'est intrudée dans un matériau plus tendre autour d'elle, puis s'est solidifiée sur place. Au fil de millions d'années, le matériau plus tendre s'est érodé, couche par couche, saison après saison, laissant le cœur dense exposé. Ce qui reste est l'intérieur d'un corps qui fut autrefois entièrement enfoui. Le trait le plus frappant est la géométrie. En refroidissant, la roche fondue s'est contractée uniformément et s'est fissurée en longues colonnes parallèles qui courent verticalement sur toute la surface. Ce ne sont pas des sculptures, ce sont le résultat de la physique, des motifs de contraction figés dans la pierre. Pour les nations autochtones des Grandes Plaines, ce site possède une profonde signification spirituelle. Plusieurs tribus maintiennent des liens avec lui depuis des générations, et leur tradition orale explique pour sa forme par la mémoire et le sens plutôt que par la mesure. Ces liens restent vivants aujourd'hui, les rites cérémoniels se poursuivent sur le site, et les discussions sur l'accès et l'usage des terres se poursuivent entre représentants tribaux et gestionnaires fédéraux. Pour les géologues, il est devenu une étude de cas fondamentale sur les intrusions volcaniques et l'érosion différentielle. Deux cadres très différents convergeant vers la même conclusion. Cet endroit exige l'attention. Cody n'est pas né par hasard. Il a grandi à un point précis où les routes de voyage se croisaient, où les approvisionnements pouvaient être entreposés et où la logistique du déplacement à travers un pays difficile prenait sens. Nommé d'après William Buffalo Bill,
Cody, le showman et éclaireur qui était devenu l'une des figures mythiques de l'Ouest américain, la ville a été bâtie autour d'une idée particulière du front pionnier. C'était un lieu destiné à soutenir le mouvement, des gens allant plus à l'ouest, des marchandises passant, des histoires façonnées pour un public lointain des plaines. Les chemins de fer sont arrivés, les routes ont suivi, et l'identité de la ville s'est fortement appuyée sur le mythe de l'Ouest, une influence qui persiste aujourd'hui. Lorsque les routes s'étendent de Cody vers le sud de l'État, le peuplement s'amincit rapidement. Le terrain s'ouvre à nouveau, l'eau devient rare, les couleurs changent brutalement, et le relief commence à raconter une histoire modelée moins par l'implantation humaine que par l'exposition, l'érosion et l'échelle géologique. Flaming Gorge ressemble à un décor de film d'effets de spéciaux. Les parois du canyon brillent de teintes rouges profonds et oranges, formées à partir de couches sédimentaires déposées il y a des centaines de millions d'années. Ces couches ont été soulevées et inclinées par des forces tectoniques, puis un puissant fleuve a trouvé une faiblesse dans la roche et a creusé son passage, créant un corridor qui chute de plus de 300 mètres du bord jusqu'à la ligne d'eau à certains endroits. Ce qui le différencie des canyons ordinaires, c'est le contraste qui y est intégré. Un terrain désertique rude rencontre une eau bleu-vert profonde au pied de parois éclatantes. La chaleur rencontre la profondeur. Le calme rencontre le mouvement. La lumière transforme la couleur de la roche au cours de la journée, faisant que l'endroit semble réellement différent d'une heure à l'autre. L'érosion n'a pas besoin de drame pour produire des résultats spectaculaires. Elle a seulement besoin de constance et de temps. Cheyenne n'a pas été façonnée par la géologie. Elle a été façonnée par la logistique. Cette ville a poussé là où les lignes de chemin de fer rendaient ce lieu crucial pour le transport de personnes et de marchandises à travers l'intérieur du continent. Dans les années qui ont suivi la guerre de sécession, le chemin de fer transcontinental avançait à une vitesse remarquable, et cet emplacement offrait la combinaison idéale de terrain et de géographie pour devenir un grand carrefour. Les marchandises qui mettaient autrefois des semaines à parcourir les plaines pouvaient soudainement traverser des centaines de kilomètres en quelques jours. Cette rapidité a tout changé dans le développement de l'Ouest. Le vent définit ici l'atmosphère plus que toute autre chose. Le terrain ouvert ne procure aucun abri contre les systèmes météorologiques qui traversent les plaines. Les rafales balayent régulièrement, renforçant un sentiment constant d'exposition. Contrairement aux vallées abritées et aux bassins montagneux qui caractérisent de tant de parties du Wyoming, Cheyenne se trouve en plein air, visible, connecté et en mouvement permanent. Après les vastes silences du haut pays, c'est ici que le Wyoming se reconnecte au réseau plus large des États-Unis. La Terre ne domine pas ici. Elle coopère, et cette coopération porte un message important sur ce qu'est réellement le Wyoming lorsqu'on le regarde dans son ensemble. Le Wyoming n'est pas défini par une seule force. Il est défini par la cohabitation des extrêmes. Chaleur et glace, silence et vent, isolement et connexion, violence géologique et érosion patiente et silencieuse. Les lieux que nous avons explorés ne sont pas des spectacles isolés. Ce sont des expressions des mêmes forces sous-jacentes, apparaissant sous différentes formes selon les conditions propres à chaque site. Tout cela appartient à la même histoire. Tout cela est façonné par la même patience. Le Wyoming n'est pas vide, il est sélectif. Chaleur, glace, vent, distance et temps travaillent ensemble pour décider ce qui reste visible et ce qui disparaît sous la surface ou derrière l'horizon. Une fois que l'on comprend cela, le vide cesse de donner l'impression d'une absence. Il devient une intention. Comme un paysage qui a décidé il y a longtemps ce qu'il voulait être et qui s'y tient depuis, à travers chaque saison, chaque colonisation et chaque tentative de le remodeler à un usage plus commode. Cette terre ne demande pas votre approbation. Elle continue simplement.